François-René de Chateaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire. C'est le titre du livre d'Alexandre Duval-Stala chez Gallimard. Et pour tout vous avouer, c'est le livre de table de chevet de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est en effet un livre de chevet. Nous y reviendrons tout à l'heure à ce beau livre en compagnie de l'auteur qui est avec nous dans ce studio. Mais pour commencer l'émission, j'aimerais me pencher sur le retour en France d'un émigré très célèbre puisqu'il portait le nom de Chateaubriand. C'était en 1800. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondrait à la question d'Émilie sur les origines du cuir. Du cuir ? Oui. Allons bon, le cuir, il faut l'avoir épais de nos jours. Monsieur de Chateaubriand, me direz-vous, aurait pu penser la même chose. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Mémoires d'outre-tombe, François-René de Chateaubriand résume son existence à 3 grandes étapes. Je le cite. « Depuis ma première jeunesse jusqu'en 1800, j'ai été soldat et voyageur. Depuis 1800 jusqu'en 1814, ma vie a été littéraire. Depuis la Restauration jusqu'à aujourd'hui, ma vie a été politique. » Jusqu'à aujourd'hui, puisque en l'occurrence on est dans le prélude, c'est 1840-1841 environ. Si Chateaubriand est devenu cet écrivain extraordinaire après son retour en France, en 1800, on ne peut pas dire que le rôle politique qu'il a tenté à l'époque d'assumer ait vraiment été une réussite. Et il y a sans doute plusieurs raisons à cela. D'abord, une incompatibilité d'humeur, si je puis dire, avec Napoléon Bonaparte, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, un décalage entre les convictions royalistes très ancrées de Chateaubriand et la réalité de régimes politiques bien différents, y compris, j'intègre à cela, la Restauration et la monarchie de Juillet, enfin et peut-être surtout et d'abord sa personnalité. Chateaubriand, le romantique absolu, peut avoir l'orgueil maladroit, voire suicidaire, vous allez le voir. Il n'a sûrement pas l'étoffe d'un politicien. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était une question d'étoffe. Il n'a pas, en tout cas, le réalisme nécessaire à la fonction, surtout lorsqu'il s'affronte à certains tacticiens habiles et hypocrites. Son temps en regorgeait. Jean d'Ormesson nous dit « Personne n'est plus simple, plus honnête, plus transparent et peut-être plus naïf que ce menteur et ce cachotier. Il finit par être désarmant à force d'inconstance et presque d'inconscience. Il y a tout un côté débridé et rieur chez ce conservateur engoncé et volontiers moralisateur. » Alors donc, ce grand retour, nous sommes au printemps de l'an 1800. Chateaubriand pose le pied sur le sol français pour la première fois depuis 8 ans, comme un grand nombre d'émigrés, vous savez, tous ces aristocrates qui ont fui la Révolution française. Il a vécu un exil forcé qu'il a passé pour une grande part en Angleterre. Il débarque donc à Calais par un bateau qui arrive de Douvres. Jusque-là, tout ça est assez classique. Il se fait appeler Monsieur Lassagne, natif de Neuchâtel en Suisse, parce que le nom de Chateaubriand figure sur la liste des émigrés. Donc, il n'a pas le droit de revenir sur le territoire en présentant sa véritable identité. Il a 32 ans à peu près à l'époque. C'est ce bel homme que vous connaissez. On y reviendra tout à l'heure, avec ses sourcils très marqués, comme tous les Chateaubriand du reste, avec un regard d'une vivacité assez étonnante, des lèvres fines sur lesquelles s'estompe parfois un sourire qui a pris et qui prendra bien des cœurs féminins. À Calais, Chateaubriand est frappé par le dénuement dans lequel vivent les habitants. Il en rajoute sans doute. Vous savez, il a tellement honni ces régimes qui se succèdent depuis la Révolution. Le long de la route qui le mène jusqu'à Paris, Chateaubriand dépeint la misère qu'il a sous les yeux. Des femmes noircies et hâlées, dit-il, les pieds nus, la tête découverte ou entourée d'un mouchoir, labourant les champs, on les eût prises pour des esclaves. Partout de la boue, de la poussière, du fumier ou des décombres, on voyait des murs d'enclos ébréchés, des églises abandonnées dont les morts avaient été chassés, des clochers sans cloche, des cimetières sans croix, des saints sans tête et lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies, liberté, égalité, fraternité ou la mort.
Et cependant, derrière ce décor peu engageant, Chateaubriand perçoit la naissance de quelque chose, une nouvelle époque qui s'annonce. Cette nation, écrit-il, qui semblait au moment de se dissoudre, recommençait un monde, comme ces peuples sortant de la nuit de la barbarie et de la destruction du Moyen-Âge. Chateaubriand est un jeune chevalier nostalgique de l'Ancien Régime. Il est allé voyager jusqu'en Amérique avant de s'exiler. Il est bien décidé à jouer un rôle dans ce nouveau monde qui s'annonce. Alors il arrive donc à Paris, il loue un entresol rue de Lille, pas loin de la rue des Saints-Pères, et là, il travaille beaucoup. Il faut imaginer un peu ce que c'est que le Paris de cette époque, qui est marqué par les 10 années qui viennent de se passer, bien entendu, partout des traces de la Révolution et même des ruines. Lorsque Chateaubriand découvre, par exemple, ce qu'il reste de la place Louis XV, que nous appelons nous aujourd'hui la place de la Concorde, la place Louis XV où la guillotine avait été installée, on l'appelait à l'époque la place de la Révolution, voici ce qu'il écrit. Elle avait le délabrement, l'air mélancolique d'un vieil amphithéâtre. Je croyais voir en chemise, liés auprès de la machine sanglante, mon frère et ma belle-sœur. Et oui, pour ces émigrés qui rentrent, il y a évidemment le souvenir encore extrêmement fort, présent, poignant, de la famille qu'ils ont perdue sur la guillotine. Des bonnets phrygiens, des triangles égalitaires, des faisceaux sont peints sur les murs, sur les différents établissements, chez le coiffeur, au restaurant. Il y a même un établissement qui affirme « Ici, on s'honore du titre de citoyen ». Paris a aussi quelques restes du directoire, on chante, on danse, on dit que certains jours, des quartiers entiers ressemblent à une vaste guinguette. Mais Paris a déjà basculé en faveur du premier consul, de ce Bonaparte qu'on apprend à connaître et qui, là, juste quelques mois plus tôt, en novembre 1799, a réussi son fameux coup d'État, le coup d'État du 18 Brumaire. On est encore dans le calendrier révolutionnaire. Il y a au coin d'une rue, et Chateaubriand le note bien entendu, un joueur de viol qui égrène une complainte à la gloire du premier consul par ses vertus, par ses attraits. Il mérite d'être notre père. Vous voyez un peu le genre. Dans cette capitale qui se cherche, disons-le, Chateaubriand, lui, est à la recherche d'un certain Louis de Fontanes. Ce Fontanes, il l'a rencontré à Londres quelques mois plus tôt. À l'époque, il avait été condamné à la déportation pour des propos et surtout pour des articles monarchistes dans la presse française. Là, il a trouvé une place au sein du nouveau régime, Monsieur Fontanes. Il est l'amant d'Élisa, faut dire ça aide évidemment. Hein. Il est, j'allais dire presque le beau-frère de la main gauche de Bonaparte. Vous savez que Élisa est surtout très proche de son frère, le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte. Chateaubriand a besoin de Fontanes pour être radié de la fameuse liste des émigrants, des émigrés, vous savez, pour avoir le droit d'être citoyen à part entière en quelque sorte. Alors, les deux hommes se retrouvent. Grâce à son réseau, Fontanes va radier Chateaubriand de la liste. Il l'engage également au Mercure de France, le journal où il écrit, et là, Chateaubriand va écrire beaucoup. Il l'a publié à Tala. Un an plus tard, il va publier Le génie du christianisme, dans lequel il affirme que le christianisme est la pensée de l'avenir et de la liberté humaine, deux ouvrages qui ont un gros succès, et bien entendu, ne serait-ce que par sa sœur, Bonaparte non seulement en a entendu parler, mais il les a lus, et il se dit que ce serait peut-être pas mal de rencontrer finalement cet auteur.
extrait de La Pivoleuse de Rossini par Claudio Abbado. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Considéré comme l'un des précurseurs du romantisme français, Franck Ferrand, vous nous emmenez cet après-midi sur Europe 1 sur les traces de Chateaubriand qui a rencontré Napoléon Bonaparte. Eh oui, c'est le 22 avril 1802 que se situe cette rencontre extraordinaire. Alors quand je dis extraordinaire, vous allez voir que la rencontre, elle est vraiment très très rapide. On est dans les salons de l'hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique à Paris, où Lucien Bonaparte justement donne une grande soirée. Chateaubriand a été invité, vous avez compris pourquoi maintenant, et c'est là qu'il va, il va apercevoir Bonaparte, je le cite. Son sourire était caressant et beau. Son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. Bonaparte m'aperçut et me reconnut, j'ignora quoi. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement, chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçais derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand !» Je restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se referma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule. Il me parla sur le champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été de son intimité et comme s'il m'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. Ça laisse entendre que les relations vont se succéder et que quelque chose va naître entre ces deux personnes. Et Chateaubriand espère un poste, il faut vous le dire. En fait, il devra quand même attendre 1 an avant d'être nommé secrétaire d'ambassade à Rome, où il arrive en juin 1803. Alors, on ne peut pas dire que Chateaubriand ait été particulièrement inspiré en tant que diplomate. Ça fait un peu penser à l'ambassade madrilène de Saint-Simon, cette histoire. Il débarque, si je puis dire, à Rome, il y multiplie les maladresses, ce qui a pour don d'agacer l'ambassadeur. Il demande par exemple au pape Pie VII d'abolir les lois organiques pour rétablir complètement le culte catholique en France. Il n'a quand même jamais reçu de tel mandat, bien entendu. C'est pas à lui de traiter ce genre d'affaires, d'autant plus que l'ambassadeur ne l'y a pas du tout autorisé. Bref, il va rester à peine 5 mois à Rome. Il regarde ce poste comme quasiment du temps perdu pour lui. Napoléon commence déjà à se lasser de l'écrivain. Il dit à sa sœur: ne me parlez plus de votre Chateaubriand. J'honore son talent comme écrivain, mais c'est un brouillon et je n'en veux plus pour mes affaires. Néanmoins, Chateaubriand va revoir Bonaparte en mars 1804, aux Tuileries cette fois, et là il n'échange pas un mot, seulement un regard. Je cite de nouveau le maître. À mesure qu'il approcha de moi, je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient dévalisées, livides, ses yeux âpres, son teint pâli et brouillé, son air sombre et terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui cessa. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement afin de l'éviter. Il me jeta un regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea quelques pas vers moi, puis se détourna et s'éloigna. Lui étais-je apparu comme un avertissement ? Il se met toujours dans le premier rôle. Il est quand même extravagant, ce personnage. Il est à lui seul le spectre, la statue de je ne sais quel commandeur venu annoncer à Bonaparte sa fin prochaine. 3 jours plus tard, le 21 mars, il apprend, je parle de Chateaubriand, l'exécution du duc d'Enghien. Vous savez, c'est vraiment les crieurs de journaux qui le lui apprennent. Le duc d'Enghien, le fils du prince de Condé, a été fusillé dans les fossés du château de Vincennes. Alors ça, évidemment, c'est impossible pour Chateaubriand. La fosse que vous venez de creuser à Vincennes sera désormais un obstacle infranchissable entre vous et moi, écrit-il. Vous qui pouvez, il y a une chose que vous ne pouvez pas, c'est de me compter au nombre des serviteurs de votre fortune. En réalité, le lendemain, Chateaubriand écrit à Talleyrand, le ministre des Relations extérieures, pour lui annoncer que la santé de sa femme l'empêche de rejoindre son poste. Voilà la vérité. En fait, il avait un poste de chargé de fer auprès de la République du Valais à ce moment-là. Dans les années qui suivent, Chateaubriand n'arrête pas de critiquer Bonaparte, qui ne cesse d'étendre son empire, si je puis dire, à tous les sens du terme. 2 empires vont désormais s'affronter, nous dit Maître Duval-Stala. Celui du verbe et celui de l'action.
La gloire de l'un nourrit celle de l'autre. La légende du siècle s'écrit à deux, sur deux rives opposées. À la puissance inquiète des armes répond la force tranquille des mots, sur un théâtre extérieur pour Napoléon et dans un exil intérieur pour Chateaubriand. Il est en exil, Chateaubriand, chez lui, si je puis dire, à la Vallée-aux-Loups, en banlieue parisienne, enfin ce qui est devenu aujourd'hui la banlieue parisienne. À l'époque, on va dire que c'était les environs de Paris. Il a de grosses difficultés financières, il multiplie les écrits pour essayer de s'en sortir, et notamment des pamphlets dans le Mercure de France, avec une véritable diatribe le 4 juillet 1807. Et pour échapper à la censure, il écrit un texte où il évoque l'Empire romain. On aura bien compris que derrière l'Empire romain, c'est l'Empire français qui est désigné, celui de son ennemi désormais, Bonaparte. Lorsque dans le silence de l'abjection, écrit Chateaubriand, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère. Tacite est déjà né dans l'Empire. Oui, j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'aurez maintenant compris, Chateaubriand n'est jamais vraiment fâché avec lui-même. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire en été sur Europe 1, 7 jours sur 7, de 14h à 15h. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de François-René de Chateaubriand. Nous sommes maintenant, Franck, sous le règne de Louis XVIII. Alors non, pour l'instant, on est encore sous le règne de Napoléon, là. On est en 1811. On peut dire que l'empereur et Chateaubriand auraient pu se réconcilier, parce que l'Empire est en train de se fissurer. Napoléon a besoin du soutien de ce qu'il appelle la grande littérature. Il disait, j'ai pour moi la petite littérature et contre moi la grande. Il va essayer de faire élire Chateaubriand à l'Académie française. C'est une façon de se le concilier d'une certaine manière. Ça va finir par réussir, mais il y a un problème, c'est que lorsqu'on est élu à l'Académie, il faut prononcer un discours de réception, vous savez. Et là, Chateaubriand n'a pas du tout l'intention d'aller dans le sens du pouvoir. Donc, il ne prononcera jamais son discours de réception. Le 30 mars 1814, alors que l'Empire est en train vraiment cette fois de s'effondrer, Chateaubriand fait partie de ceux qui enfoncent l'empereur. Vous savez, il va publier de Buonaparte et des Bourbons. Napoléon y est comparé à un faux grand homme, dont la tête, je cite, est l'empire des ténèbres et de la confusion. C'est quand même pas très gentil. L'arrivée du frère de Louis XVI sur le trône, l'arrivée de Louis XVIII, bien entendu, fait les affaires de Chateaubriand. Il est tout près du trône, il faut le dire, sauf que arrive 1815, les 100 jours, et allez, c'est reparti, Louis XVIII repart pour l'exil. Chateaubriand va être d'ailleurs ministre des Affaires étrangères par intérim pendant la période de l'exil à Gand. Et puis, une fois de retour, il est scandalisé par la nomination de Fouché dans le futur ministère. Alors, on a beaucoup cité ce passage, mais je ne résiste pas au plaisir de le faire à mon tour, parce que c'est un moment incroyable de notre littérature. Chateaubriand raconte ce qu'il a vu de nuit à Saint-Denis, alors qu'il était dans l'antichambre du roi Louis XVIII. Tout à coup, une porte s'ouvre, entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand marchant soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur, le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand, néanmoins, va devenir ministre d'État sans portefeuille. Il est pair de France, s'il vous plaît. Mais disons-le, il a perdu ses illusions sur la monarchie. D'ailleurs, il dit lui-même à Louis XVIII, « Je crois la monarchie finie ». Ce à quoi le roi lui répond, « Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je suis de votre avis ». D'ailleurs, Chateaubriand va publier un pamphlet, « La monarchie selon la charte », pamphlet dans lequel il défend le régime, mais s'en prend au ministre et notamment à celui de la police, Decazes. Le livre est saisi chez l'imprimeur avant même sa sortie. On se demande presque si le nouveau régime n'est pas plus dur envers Chateaubriand que ne l'avait été son devancier. Malgré des articles très critiques dans le journal Le Conservateur, Chateaubriand va néanmoins devenir ambassadeur de France à Londres. Il faut sans doute voir ici l'influence de sa très chère Juliette Récamier, qui avait le bras long, n'est-ce pas? Il sera ensuite ministre des Affaires étrangères pendant 1 an et demi. Arrive le roi Charles X, après la mort de Louis XVIII.
Chateaubriand écrit dans le journal des débats, il s'attaque à un certain nombre de décisions du nouveau Premier ministre, Villèle, et du coup, il ne devient pas ministre. Il va devoir se contenter du poste d'ambassadeur de France à Rome, où il va contribuer à faire élire le nouveau souverain pontife, Pie VIII. Il ne reste que quelques mois dans la capitale romaine, auprès du Saint-Siège. Il est déçu de ne pas être nommé ministre à Paris. Il faut vous dire que ses problèmes d'argent à l'époque sont de plus en plus importants. Arrive la Révolution des Trois Glorieuses, 1830. Vous savez que Charles X abdique, le duc d'Angoulême abdique à son tour. Le roi, c'est le tout petit duc de Bordeaux, c'est Henri, comte de Chambord, dont nous parlions l'autre jour dans ce même studio. Et c'est à ce moment-là que Chateaubriand va expliquer au duc d'Orléans, qui est tout près de prendre le pouvoir, qu'il devrait plutôt gouverner en qualité de régent pendant la minorité de cet enfant de Henri V. Vous pouvez régner 15 ans sous le nom de votre pupille. Dans 15 ans, l'âge du repos sera arrivé pour nous tous, lui dit-il. Vous aurez eu la gloire unique dans l'histoire d'avoir pu monter au trône et de l'avoir laissé à l'héritier légitime. En même temps, vous aurez élevé cet enfant dans les lumières du siècle et vous l'aurez rendu capable de régner sur la France. Une de vos filles pourrait un jour porter le sceptre avec lui. Ah, ce sont de belles idées, ce sont de belles chimères comme en aura tant forgé Chateaubriand pendant le cours de son propre règne. Inutile de vous dire que la proposition a été classée sans suite. Bonjour Alexandre Duval-Stala. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être ici. Nous allons parler avec vous non seulement de Chateaubriand, mais de la relation tellement tumultueuse qu'il a entretenue avec Bonaparte. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Après avoir découvert une partie de la vie de Chateaubriand, Franck Ferrand, vous recevez Alexandre Duval-Stala, avocat au barreau de Paris et auteur de la biographie croisée François-René de Chateaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire, paru chez Gallimard dans la collection L'Infini, dirigée par Philippe Solers. Évidemment, nos auditeurs se rappellent qu'Alexandre Duval-Stala s'est fait en quelque sorte une spécialité de ces biographies croisées dans la collection L'Infini chez Gallimard. Il nous avait parlé de la relation tout à fait extraordinaire entre De Gaulle et Malraux pour commencer, et puis il y a quelques années maintenant, je crois, de cette relation d'amitié tellement inattendue et forte entre Claude Monet et Clémenceau. Alors là, il s'agit d'une relation nettement moins fusionnelle, puisqu'ils se sont finalement très peu vus, ces deux-là, Bonaparte et Chateaubriand, Alexandre Duval-Stala. C'est effectivement en fait une rivalité, voire une détestation. C'est ça. Et dont le chef-d'œuvre et les Mémoires d'outre-tombe. Ouais. Alors non seulement c'est une détestation, mais on pourrait presque dire que c'est une détestation symbolique, car l'un représente Bonaparte, représente la Révolution et les suites de la Révolution d'une certaine manière. L'autre, Chateaubriand, émigré de la première heure, représente l'aristocratie d'Ancien Régime. Ce sont deux France qui pendant longtemps ne se parlaient plus, qui vont finir par se rencontrer comme ça en 1802. Oui, c'est un peu l'ancienne France et la nouvelle France, avec effectivement deux génies dont la pièce n'est pas assez grande pour les supporter l'un et l'autre. Et donc nous avons vraiment face à face le début de ce couple infernal qu'a connu la France, c'est-à-dire la littérature et la politique, puisque comme je le disais et comme vous l'avez justement rappelé, la gloire de l'un nourrit la gloire de l'autre. Et c'est vrai que les Mémoires d'outre-tombe, un tiers des Mémoires d'outre-tombe sont consacrés à Napoléon. Et c'est vrai qu'on a là une épopée glorieuse, extraordinaire. Et ce sont deux personnages qui sont à peu près de la même stature, il faut le dire. L'un dans le monde des arts, de la littérature, car on oublie parfois de dire à quel point Chateaubriand est un de nos plus grands auteurs. C'est une plume absolument, c'est presque indépassable le style de Chateaubriand. Et puis de l'autre, le fameux Bonaparte qui va devenir l'empereur Napoléon Ier et dont on n'a plus besoin du tout de présenter la carrière. Les deux vont en quelque sorte se regarder de loin pendant longtemps. Est-ce qu'ils se rencontrent par hasard ou est-ce que c'est une rencontre préméditée ? Alors la rencontre est en fait organisée et préparée, c'est-à-dire que on est dans une période où Bonaparte, puisqu'il n'est encore que premier consul, souhaite asseoir son pouvoir en faisant en sorte que la France catholique, qui représente quand même plus de 80% des Français, s'attache au régime consulaire. Et il va donc faire le concordat qui va prendre un certain nombre de temps pour aboutir.
Et de son côté, Chateaubriand va profiter en fait de ce moment particulier qu'est la promulgation du Concordat pour publier à ce moment-là Génie du christianisme. Et dans ce cadre-là, quelques jours après à la fois la promulgation et la sortie du Génie du christianisme, est organisée effectivement à l'hôtel de Brienne cette soirée où se rencontrent finalement d'un côté le christianisme et de l'autre côté le Concordat, en tout cas la France révolutionnaire. Oui, et cette France révolutionnaire, Napoléon est en train de la calmer, si je puis dire. Hein. Il a mis un terme à tous les désordres de la Révolution. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est rentré dans l'ordre et que ce Concordat signe comment pourrait-on dire c'est comme si on renouait la chaîne du temps, d'une certaine manière. C'est l'ancienne France qui est appelée à venir au secours de la nouvelle ? Alors, c'est d'abord une réconciliation effectivement nationale très forte, puisqu'il faut quand même réaliser que pendant 10 ans, la religion catholique a été martyrisée, humiliée, les monastères avaient été pillés, saccagés, le pape avait été retenu contre son gré par des soldats révolutionnaires. Enfin, vraiment, les choses étaient particulièrement difficiles et éprouvante pour la religion catholique. Et il faut aussi comprendre que Napoléon n'arrive pas par hasard à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une France qui est fatiguée de ses politiques, de ses coups d'État à répétition, un coup à gauche, un coup à droite. Et Napoléon apporte une réponse politique. C'est-à-dire qu'il va enfin imposer un régime politique qui a de la volonté. C'est-à-dire qu'il souhaite vraiment réconcilier la France révolutionnaire avec ses différentes composantes et enfin mettre un peu d'ordre dans ce grand chambardement qu'est la suite de la Révolution, notamment avec le Directoire. Ce qui est intéressant, ce sont les caractères respectifs des deux hommes, deux très très forts caractères, on l'aura compris là maintenant, et on peut dire que dans un premier temps, Chateaubriand, un peu comme ça avait été le cas pour Talleyrand quelques années plus tôt, Chateaubriand est assez séduit par le premier consul. J'ai lu tout à l'heure ce passage où il lui trouve pas mal d'attrait, et ce qui l'amuse sans doute, c'est le caractère extrêmement direct avec lequel Napoléon se met à lui parler comme s'il se connaissait de tout temps en fait, hein, sur un pied d'égalité quasiment. En fait, effectivement, à cette période-là, vous avez un bouleversement total de la société française, c'est-à-dire que la société était avant tout verticale, c'est-à-dire que tout descendait du roi jusqu'au sujet, et avec la Révolution française, elle devient horizontale, c'est-à-dire que tout le monde est l'égal de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça que vous avez, avec Napoléon, la révélation à chacun de la possibilité de s'élever par le mérite. Et d'une certaine manière, chacun considère qu'il peut être légal. Si un petit caporal corse a pu devenir consul, tout le monde peut l'être. Et vous avez effectivement entre les deux une rivalité qui va s'installer très vite, en sachant que quand même Chateaubriand, dans un premier temps, aurait rêvé de gouverner la France à deux avec Bonaparte. Et pourquoi pas, se dit-il, hein. Il va vite déchanter, il va vite comprendre qu'on lui offre des postes prestigieux mais sans grande importance politique. Il faut dire qu'il n'a peut-être pas tellement le tempérament d'un homme politique, ce Chateaubriand. Je vous propose dans quelques instants de revenir sur lui, sur sa vie et justement sur la dimension politique de son œuvre qu'on a parfois tendance à laisser de côté. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Ferrand, vous recevez Alexandre Duval-Stala, avocat au barreau de Paris et auteur de la biographie croisée François-René de Chateaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire, parue chez Gallimard dans la collection L'Infini. Je vous faisais des compliments en privé, oui, cher maître, autant les faire au micro. Je disais que votre ouvrage est écrit dans un style très élégant, très pur, ce qui devient assez rare, malheureusement, et c'est donc d'autant plus agréable à lire. C'était la moindre des choses lorsqu'on parle d'un homme qui d'abord est un écrivain. Chateaubriand, c'est d'abord un écrivain, même si lui se prend pour un homme politique. Je vous remercie d'abord. Effectivement, Chateaubriand a un style à la fois inimitable et surtout va réaliser une sorte de 18 brumaire littéraire, c'est-à-dire qu'il va désormais avoir une écriture politique, comme le dit très justement Pierre Nora. C'est-à-dire qu'il va désormais l'écrivain n'est plus simplement à la solde d'une certaine manière des monarques et des rois, mais il va désormais avoir une action politique. Il ne va plus simplement être, j'allais dire, à une relative distance, mais il va vouloir être en politique, faire de la politique et faire en sorte que ses écrits soient politiques. Et donc nous avons chez Chateaubriand, à partir dès le début d'ailleurs, puisque son premier livre c'est l'essai sur les révolutions, une écriture extrêmement politique. Il va après, bien évidemment, s'engager dans la presse. Il sera un des grands défenseurs de la liberté de la presse, en sachant qu'il y a aussi une révolution qui est apparue autre que la Révolution française, c'est celle de l'opinion publique, puisque désormais l'opinion publique, il y a une opinion. Voilà. Oui. Et donc il a des lecteurs. Avant il avait un roi et maintenant il a des lecteurs. Molière, Corneille doivent d'abord séduire le roi. Chateaubriand doit séduire ses lecteurs. L'opinion, la fameuse opinion. Voilà. Alors, pendant la période de l'Empire, évidemment, on le maintient un peu sous le boisseau, mais avec l'arrivée au pouvoir des frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, évidemment, c'est son heure qui sonne. Il va enfin exercer de vraies responsabilités. Comment les exerce-t-il ? Ça, c'est très intéressant. Alors effectivement, avec donc la fin de Napoléon, il va vraiment être un écrivain en politique. Il va essayer d'occuper un certain nombre de postes et en fait, à chaque fois, on lui refusera les postes auxquels il souhaite, et notamment celui de ministre des Affaires étrangères, qu'il attendra beaucoup. Il sera nommé un certain nombre d'ambassades dont il n'aura que l'envie d'en partir au plus tôt possible. Donc il reste effectivement à chaque fois que quelques mois avant de revenir à Paris. C'est un homme de Paris quand même. Hein. C'est d'abord un homme de Paris et un homme de ses femmes aussi, puisque bien évidemment, lorsqu'il retrouve Paris, il retrouve celle qu'il... Alors on a eu l'occasion dans le passé de consacrer une émission à Chateaubriand sous cet angle-là, Chateaubriand et les femmes. Il est très attendu sur ce plan, même s'il est assez décevant, entre parenthèses. Je me rappelle qu'on avait eu l'occasion de montrer à quel point ça n'est pas quand même... C'est un grand séducteur, mais on ne peut pas dire qu'il ait eu beaucoup de succès avec la plupart des femmes. C'est ça qui est assez étonnant. Je ne sais pas dans l'intimité quel homme était Chateaubriand. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a vraiment son succès, il le doit aux femmes. Et j'allais dire la meilleure part des hommes, c'est celle des femmes. Et c'est vrai que pour Chateaubriand, ça a été effectivement le cas, puisqu'elles l'ont à la fois soutenu. La duchesse de Duras a vraiment été l'entremetteuse dans sa vie. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de mise en scène, comme toujours chez Chateaubriand. Et dans cette mise en scène, les femmes avaient une grande part. Alors, il a surtout une très forte propension à être constamment en contradiction avec l'esprit du moment. C'est un opposant né d'une certaine manière, ce qui explique peut-être le génie qu'il a pu mettre dans son opposition à l'Empire et bien plus encore à la Révolution, et sa relative instabilité une fois restaurée la monarchie. Voilà quelqu'un qui est toujours dans le rôle de celui qui annonce le malheur, qui dit que ça ne va pas aller, et à partir du moment où la monarchie qu'il considère lui comme légitime, la branche aînée des Bourbons, quitte le trône, alors là, rien ne va plus. Son dernier discours à la Chambre des Pairs, il le prononce le 7 août 1830, et voilà ce qu'il dit. « Inutile Cassandre », c'est lui dont il parle. « J'ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissements dédaignés. Il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Je reconnais au malheur toutes les sortes de puissances, excepté celle de me délier de mes serments de fidélité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme. Après tout ce que j'ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais le dernier des misérables si je les reniais au moment où, pour la 3e et dernière fois, ils s'acheminent vers l'exil. » Et ayant dit cela, il descend de la tribune, il sort de la salle, il met à terre son habit de père tout festonné, vous imaginez, son épée, son chapeau à plumes.
il revêt une simple redingote noire et c'est son domestique qui va être chargé de ramasser la défroque toute d'or et d'argent sur le sol. « J'abandonnais, écrit Chateaubriand, en secouant la poussière de mes pieds, ce palais des trahisons où je ne rentrerai de ma vie. » Il y a quand même une dimension théâtrale, quasi tragique chez cet homme-là. Un peu comique, diraient certains. Une tragicomédie parfois, mais c'est vrai qu'il y a chez Chateaubriand une mise en scène de sa personne assez permanente. En sachant qu'il ne faut pas se méprendre sur Chateaubriand, c'est d'abord et avant tout une fidélité, c'est-à-dire une fidélité aux Bourbons, qu'il défendra jusqu'à la fin de sa vie. Contrairement à d'autres intellectuels qui par la suite changeront beaucoup d'avis et se tromperont beaucoup, Chateaubriand a vraiment fait de cette fidélité aux Bourbons sa ligne politique. Et donc c'est pourquoi, lorsque Louis XVIII arrivera, puis Charles X, il sera du côté des ultras, c'est-à-dire des ultra-monarchistes, parce qu'il veut respecter absolument cette fidélité aux Bourbons. Et il dira d'ailleurs cette phrase savoureuse que tous ceux qui servent les différents régimes, qui ont prêté serment à l'Empire, qui ont prêté serment à Louis XVIII, qui ont prêté serment à Charles X, lui dit « je ne suis pas assez riche ». Oui. Mais en fait, il a un positionnement, d'après ce que je comprends de tout ce que vous nous expliquez, il a un positionnement qui est doublement inconfortable. C'est-à-dire qu'il est ultra sur le fond et il est à côté de ça assez libéral, on l'a vu avec son attitude dans la presse, sa grande liberté d'expression sur la forme. Il faudrait presque être le contraire, si je puis dire, pour réussir dans l'époque. Ce qui fait qu'en fait, il inquiète les ultras, parce qu'il a l'air d'un personnage absolument incontrôlable. Et en même temps, il inquiète bien sûr les libéraux puisque, sur le fond, il est favorable à une monarchie à l'ancienne. Alors, il est incontrôlable parce que d'abord, un écrivain, c'est d'abord et avant tout une liberté créatrice et qu'elle est jamais contrainte. Mais ce qui est vrai, c'est que Chateaubriand, en fait, souhaite l'alliance des libertés nouvelles avec l'Ancien Régime. Et c'est cet difficile équilibre, en fait, qu'il essaye de promouvoir. On a l'impression, en vous lisant, qu'il a quand même des points communs assez frappants avec Malraux, justement. Même si Malraux, lui, s'est très bien entendu avec le général de Gaulle et s'est mis au service du nouveau pouvoir. Ce que n'a jamais su ou voulu faire Chateaubriand. Mais il y a des points communs entre les deux hommes, hein, c'est assez frappant. Je crois qu'en fait, le général de Gaulle comme André Malraux ont réussi leur rencontre que n'a pas réussi Napoléon et Chateaubriand. Ensuite, il y a effectivement entre les mémoires d'outre-tombe et les anti-mémoires, mais aussi les anti-mémoires d'André Malraux et les mémoires de guerre de Charles de Gaulle, beaucoup de renvois parce qu'ils étaient bien évidemment tellement influencés par lui qu'ils ont écrit en fonction de ce style. Et d'ailleurs, les mémoires de guerre du général de Gaulle rend hommage à celle de Chateaubriand. François-René de Chateaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire. C'est la biographie croisée que nous propose Alexandre Duval-Stala chez Gallimard. J'espère qu'on lira notamment cet ouvrage dans les prisons, Alexandre Duval-Stala. Je ne dis pas ça par hasard. Il faut que vous nous parliez de votre association en un mot. Oui, je préside effectivement une association qui favorise la réinsertion des personnes détenues par la lecture. Puisque je considère que le livre, en fait, est une source à la fois d'apprentissage, à la fois de découverte du monde et à la fois de structuration d'une personnalité. Et ce qui est important, et c'est ce que disait d'ailleurs André Malraux, c'est que chaque personne doit trouver la possession de sa propre dignité. C'est une phrase de la condition humaine. Et j'en profite aussi pour saluer la Fondation Lagardère qui nous soutient dans ce projet, et plus personnellement, je voudrais aussi saluer la mémoire de Jean-Luc Lagardère, qui a été un grand capitaine d'industrie, mais qui avait la France chevillée au corps et au cœur. Le site de votre association, c'est tout simplement lire pour en sortir, tout ça attaché.org. Je sais que nous sommes très écoutés, nous aussi, dans les prisons, et donc cette association, nous la soutenons moralement, bien entendu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, pour vous, une question d'Émilie sur le site internet europe1.fr qui voudrait connaître les origines du cuir. Alors, c'est un peu un défi puisque je dois avoir quelque chose comme 30 ou 45 secondes pour vous répondre. Donc, je vais essayer de vous dire 2 ou 3 petites choses quand même. Hein. D'abord, on trouve des traces de l'utilisation du cuir jusqu'à des périodes extrêmement reculées dans la préhistoire, bien entendu. Les archéologues ne retrouvent pas de morceaux de cuir, bien entendu. Ce qu'ils retrouvent, ce sont des instruments qui servaient aux tanneurs, aux magiciens, etc.,
etc. Donc petit à petit, on peut deviner, on peut en induire que le cuir est des origines extrêmement lointaines. Vous savez que les Grecs et les Romains avaient quasiment industrialisé les techniques de fabrication, mais que c'est au Moyen-Âge qu'on va connaître l'âge d'or du cuir avec toutes sortes de métiers, les tanneurs, les magiciens, les parcheminiers, les cordonniers, les gantiers, les selliers, etc., qui se réunissent en corporations, des corporations abolies par la Révolution, et c'est au 19e siècle, un peu comme dans tous les autres domaines de l'industrie, qu'on va voir se développer des brevets pour des modes de tannage industriels à partir de 1840 notamment. J'aurais pu vous en dire encore un peu plus, mais je vais devoir, je crois, m'arrêter là. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain. À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.